Les chemins de la connaissance, cette semaine, écrire la poésie. Aujourd'hui, le radeau de la muse avec Jasmine Goetz, maître de conférence à l'université de Lille 3. Avec le naufrage de la modernité et le désenchantement du monde, les muses, celles qui inspiraient le divin délire et suscitaient le dithyrambe, se sont évanouies dans la débâcle qui emporte les dieux, les aèdes et les bardes, les idéaux fleuris et les tropes. Il n'y a plus guère que Rimbaud, l'enfant cultivé, et le fort Anthème qui s'en souviennent. Vous en souvenez aussi, Yasmine? J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Mon paletot aussi devenait idéal. C'est dans ma bohème. Et ou encore les amateurs d'absinthe qu'on appelle aussi la muse verte. Aujourd'hui, elle nous reste sous la figure familière de la femme, inspiratrice ou mécène, Elsa, Nadja, Nouch, Anna. Et vous-même, Yasmine Goetz, vous avez écrit un texte en hommage au poète dont vous avez parlé, dont vous avez tenté de développer le message, un texte qui s'intitule « À ceux qui m'accompagnent ». Mais je pense qu'on pourrait inverser la proposition et estimer au contraire que c'est vous qui les accompagnez et qui portez leur voix au-delà des hommes, au-delà du petit cercle des lecteurs. Car aujourd'hui, semble-t-il, les poètes ont moins besoin d'être inspirés que d'être entendus. Bonjour Jacques Munier. Oui, les poètes ont besoin d'être entendus, c'est-à-dire qu'on a besoin d'entendre leurs poèmes. Et en effet, on les entend aussi dans une salle de classe, dans l'espace de l'université, dans l'école, où la poésie a lieu également, souvent sous forme de classique, c'est-à-dire que, en effet, les gens qui se rappellent encore de la poésie, enfin qui s'en souviennent, souvent, ils l'ont entendu dans les salles de classe. Mmh. Et alors, revenons peut-être... Et en effet, oui. Pardonnez-moi, je voulais dire que quand on pense, je pense à des vers de Baudelaire, quand il dit « Je te donne ces vers, afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines et fait rêver un soir les cervelles humaines, vaisseau favorisé par un grand aquilon, ta mémoire... pareil aux fables incertaines, fatigue le lecteur ainsi qu'un tapanon, et par un fraternel et mystique chaînon, reste comme pendu à mes rimes hautaines. » Eh bien, en effet, Baudelaire nous a donné ces vers afin que son nom subsiste, demeure. Il nous a donné aussi un poème. Et nous, comme là, quand je viens de réciter ce poème, eh bien, c'est son nom qui subsiste, mais aussi le tympanon, c'est-à-dire ce qui résonne à notre oreille, de ce qui se dit dans le poème et qui va nous faire rêver. Enfin, peut poursuivre. Oui. Si vous voulez. Oui, alors vous avez également écrit, je le disais, des textes très approfondis de critiques sur des auteurs comme André Dubouchet, Henri Michaud, Paul Celan. Et c'est aussi une manière aujourd'hui de porter ces textes au-delà justement du petit cercle des lecteurs assidus de poésie. Je ne sais pas, quand on écrit des textes de ce genre, de la critique poétique, tout poète, dit-on, doit être doublé d'un critique. Je ne suis pas poète, je suis critique de poésie. J'entends la poésie, je la donne à entendre à mes étudiants. Je me la dis à moi-même parce que je pense que la poésie doit être entendue. En effet, je suis... Mais quand on écrit des textes critiques, souvent ça reste malheureusement dans l'espace universitaire. Oui, c'est un peu formuler un vœu pieux, si j'ose dire, mais tout de même, souvent, ces auteurs difficiles sont abordés avec, évidemment, davantage de lumière, je dirais, grâce à des textes comme les vôtres. Mais je le souhaite, mais je pense que l'accès que chacun a à la poésie, eh bien, il l'a un peu dans le recueil, dans le recueillement.
celui qui lit, le lecteur de poète, il est un être un peu spécial. C'est celui qui veut être touché, en effet, par elle, qui l'a rencontrée. J'entendais hier Michel Deguy, que j'aime beaucoup, qui disait la poésie, elle est seconde, on la rencontre, par exemple, quelques vers dans le métro. Mais pourquoi pas? J'allais dire que moi, je suis pas contre cela, par exemple, le fait qu'il y ait des vers dans le métro. Parce que certains, les lisant, vont acheter leur recueil et vont se recueillir en l'écoutant. De la même façon, la poésie à la radio, quand on entend la voix des poètes, pas la mienne, mais celle des poètes, André Duboucher, justement, qui enregistrait beaucoup d'émissions radio. On va l'entendre grâce à vous, j'imagine. Vous allez nous en lire quelques vers. Non, c'était pas prévu. Alors, Paul Celan. Si, peut-être. Oui, Paul Celan, oui. Alors, revenons peut-être rapidement à ce que je disais au début, c'est-à-dire ce mouvement de sécularisation, si j'ose dire, de la muse, et le fait que, alors vous notez bien sûr, bon, la muse est fille de mémoire, mais c'est aussi un principe féminin. Dans le fond, c'est ça qui est resté par-delà, je dirais, le naufrage des idéaux de la poésie. Oui, la muse, j'avais écrit un article qui s'appelle « La muse qui est la langue », parce que, en effet, le poète, c'est celui qui est voué à la langue, dont la vocation est langagière. Alors, je veux dire que le poète, il est à la fois grammairien, il doit l'être, parce qu'il doit mettre en forme un certain nombre de ses dits, de ses propositions. Elles sont dans la forme du poème, elles ont du rythme, mais... Le poète, vous vouliez dire son inspiration? Oui. Son inspiration, pour moi, elle vient de la langue, d'une tradition dans la langue. C'est pour ça que vous parlez de la muse qui est la langue. Oui, je dis que la muse est la langue, mais il y a, en effet, mais la langue, c'est pas simplement dominer les formes de la langue, c'est aussi ce qui se dit au-delà de la langue, la façon dont un mot irradie. Il a tout, pour parler linguistement, tout un réseau de connotations, mais si je dis amour, feu, flamme, alors pour le poète, il y a toute cette dimension du signifiant qui fait que c'est le signifiant même qui fait qu'il est pris dans cette langue, dans cette enveloppe de la langue, qui va l'envelopper, mais dont il doit peut-être d'ailleurs se dégager pour créer des formes. Et là, c'est là où je disais qu'il devait être grammairien aussi. Oui. Alors, la muse, donc, inspiratrice, on ne va pas en parler pendant toute l'émission, mais je reviens sur ce principe féminin, puisque c'est quand même lui qui a continué, si j'ose dire, cette symbolique de l'inspiration incarnée dans une oui, mais enfin, aujourd'hui, la muse, elle est... Enfin, depuis la fin du 19e, la muse vénale, la muse malade, la muse, elle est plutôt parodiée, elle est évoquée de temps en temps, allusivement, mais d'une façon parodique dans la poésie contemporaine. Et justement, je pensais à un poème de Marina Tsvetaeva, sur le cheval rouge, ça s'appelle Sur le cheval rouge. Et ce texte... C'est un poème d'ailleurs qui est dédié à Anna Akhmatova, qui est une autre poétesse qu'on appelait la muse elle-même. Alors on peut penser qu'elle va référer à la muse, mais c'est pas ça. Elle dit, dans les vers du poème de Tsvetaeva, elle dit « pas la muse, non, pas la muse, non, pas la muse ». Et qu'est-ce qui va lui fixer à l'épaule les ailes? Les deux ailes. Ouais. Les ailes qui vont l'élever, parce que la poésie, elle est aussi élévation, apothéose d'une certaine façon. Eh bien, ça va être ce cheval rouge. Enfin, c'est elle qui doit enfourcher le cheval rouge de ses émotions, si vous voulez. C'est ça que symbolise le cheval rouge. Ça symbolise les émotions du poète, ces émotions qu'il doit maîtriser le cheval de l'émotion pour pouvoir aller vers l'azur. C'est lancé dans l'inconnu. Oui. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Le fait que quand elles disent dans ce poème « pas la muse, non, pas la muse »,
elle ne n'invoque plus la muse elle-même. Elle invoque quelque chose de son génie poétique. Et son génie poétique, eh bien, c'est ce qui va lui donner la force d'enfourcher le cheval rouge de le dompter, parce qu'il faut, voilà, l'émotion que j'essaye moi-même ici de dominer, c'est le fait de pouvoir, elle est nécessaire au poète pour faire des poèmes. Mais cette émotion-là, il doit en effet la mesurer, lui donner mesure. Oui, ça doit être une émotion maîtrisée. Voilà. Mais qui, à l'occasion, peut déborder dans l'autre, je dirais, partie, l'autre séquence de la création poétique, qui est le moment de la lecture. Un poème, il est fait pour toucher, je crois. Il est fait pour toucher quelqu'un. Le poème qui ne vous touche pas, pour moi, il a raté son but. Alors justement, avant de passer à cet élément essentiel de la poésie, écriture ou lecture qu'est l'émotion, je vous propose de revenir une dernière fois sur cette symbolique de la muse avec un poème de Claudel, un extrait des Odes. Mais la lyre ne nous suffit pas, et la grille sonore de ces 7 nerfs tendus. Les abîmes que le regard sublime oublie, passant audacieusement d'un point à l'autre, ton bon terpsichore ne suffirait point à les franchir, ni l'instrument dialectique à les digérer. Il faut l'angle, il faut le compas couvre avec puissance uranie, le compas aux 2 branches rectilignes qui ne se joignent qu'en ce point d'où elles s'écartent. Aucune pensée, telle que soudain une planète jaune ou rose au-dessus de l'horizon spirituel, aucun système de pensée tel que les Pléiades, faisant son ascension à travers le ciel en marche, dont le compas ne suffise à prendre tous les intervalles, calculant chaque proportion comme une main écartée. Tu ne romps point le silence, tu ne mêles pas à rien le bruit de la parole humaine. Ô poète, tu ne chanterais pas bien ton chant si tu ne chantais en mesure. Mais ta voix est nécessaire au cœur quand ton tour est venu de prendre ta partie. Ô grammairien dans mes vers, ne cherche point le chemin, cherche le centre. Mesure, comprends l'espace compris entre ces 2 solitaires. Que je ne sache point ce que je dis, que je sois une note en travail, que je sois anéanti dans mon mouvement, rien que la petite pression de la main pour gouverner. Que je maintienne mon poids comme une lourde étoile à travers l'hymne fourmillante. Voilà, dans la langue majestueuse de Paul Claudel, une évocation quelque peu nostalgique de la muse dans son acception classique. En fait, moi, ce que je retiens de ce poème, c'est quand il dit « Ô poète, Yasmine Getz. Oui. Ô poète, tu ne chanterais pas bien ton chant si tu ne chantais en mesure. » Et donc, il y a l'emportement, ce que Dubouchet appelle l'emportement du muet, c'est-à-dire toutes nos émotions que provoquent nos expériences dans l'existence. Mais en même temps, donc, ô poète, tu ne chanterais pas bien ton chant si tu ne chantais en mesure. Que je ne sache point ce que je dis, c'était en effet qu'il y ait de l'émotion. Que je sois une note en travail, et donc là, il y a quelque chose du lien musaïque. Bon, Claudel est un des derniers encore à le revendiquer, le lien avec la muse et la musique. Mais que je sois anéanti dans mon mouvement, certes, mais je retiens aussi rien que la petite pression de la main pour gouverner. C'est-à-dire que l'écrivain, c'est celui qui écrit. Je voudrais revenir à Tsvetaeva avec une autre citation d'elle, quand elle dit qu'un poète, c'est quelqu'un qui a un don égal pour l'âme et pour le verbe. Voilà pourquoi il n'existe ni poète qui n'écrive pas, ni poète qui ne sente pas. Tu sens, mais tu n'écris pas, tu n'es pas un poète. Où donc est le verbe? En effet, si on est seulement anéanti dans le mouvement d'extase, dans le mouvement d'emportement du muet, dans tout ce qui est les affects, si vous voulez, eh bien, où tu n'écris pas, tu n'es pas un poète.
où tu écris, mais tu ne sens pas. Tu n'es pas un poète. Où donc est l'âme? Parce que écrire sans ressentir et sans faire ressentir à quelqu'un, c'est une plume sèche, c'est aussi un cœur sec. Où est, donc, elle dit, où est l'essence, où est la forme? C'est une identité, une forme inséparable de l'essence. Voilà ce qu'est un poète. C'est drôle, elle dit un poète, mais c'est-à-dire un poète en poème, un sujet énonciateur. Et la fin est intéressante, elle dit, il est évident que je préfère celui qui sent mais n'écrit rien à celui qui écrit mais ne sent rien. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs secs, en effet. Alors, tout ça pour résumer, c'est pas seulement une affaire de cœur ou de thumos, c'est pas seulement cela, la poésie. C'est la petite pression de la main pour gouverner. Il faut gouverner toutes ces émotions pour faire un poème. Yasmine Getz, l'émotion, ça peut être aussi la colère? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, puisque vous évoquiez le nom de Michaud tout à l'heure. Par exemple, Michaud est quelqu'un dont l'émotion majeure est plutôt la colère, la révolte, que le spleen baudelairien, que la mélancolie. Ouais. Vous le dites, appartenir à cette catégorie de poètes et d'écrivains qui écrivent contre. Oui, il écrit contre, et il y a un poème qui s'appelle d'ailleurs qui s'appelle Contre, et qui est un très beau poème. Vous voulez que je vous le lise? Il écrit « Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment, un édifice que vous ne détruirez pas et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous braire au nez et au nez gelé de tous vos parthénons, vos arts arabes et de vos Ming, avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour. Je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes, des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et galimatia et poussière de sable sans raison. Glas, glas, glas sur vous tous, néant sur les vivants. Oui, je crois en Dieu, certes, il n'en sait rien. Foi, semelle inusable pour qui n'avance pas. Et la dernière strophe, qui n'est pas la dernière strophe du poème. Ô monde, monde, étranglé, ventre froid, même pas symbole, mais néant, je contre, et te gave de chien crevé. En tonnes, vous m'entendez, en tonnes, je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes. C'est plus que de la colère, c'est de la violence. Oui, Michaud est un poète extraordinairement violent. Mais c'est ça, cette émotion, vous voyez, elle n'est pas seulement... elle est mêlée d'ailleurs, vous l'avez remarqué, d'humour chez lui. Il y a des textes très violents, la séance de Sac, où... Enfin, il frappe, Michaud frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi frappe-t-il? D'abord, il frappe la langue. Vous voyez, là aussi, c'est pas seulement qu'il frappe sur des gens, heureusement que non. C'est qu'il frappe la langue, et donc, dans ce frapper de la langue, il y a tout ce rythme qu'il se donne à lui, et qui est le rythme de sa révolte, de sa colère. Alors, à propos de la muse qui est la langue, une question peut-être, paradoxale, ou qui va nous amener à évoquer une situation paradoxale, celle de Paul Celan, puisque Paul Celan avait choisi la langue allemande pour écrire, celle qu'il appelait la langue des bourreaux. Oui. Il était lui-même d'origine roumaine. Oui, il est roumain, mais il est un juif germanophone. Germanophone, oui. Et l'allemand est la langue de culture pour les juifs éduqués. Donc, Muttersprache, Mördersprache, c'est en effet le dilemme auquel a dû se confronter, en effet, Celan. Comment vous dire vous remarquez qu'il judaïse parfois la langue allemande. Oui, il la yiddish. Il la yiddishise, il la judaïse, c'est-à-dire que lui aussi, il va faire... Il y a un autre poème de Michaud que je ne dirai pas, qui s'appelle Le grand combat contre la langue. Parce que justement, ce que je voulais dire et ne jamais séparer, c'est le fait que être en révolte, comme Michaud a été en révolte, ou Celan le fut aussi, et pour les mêmes raisons, des raisons historiques et extrêmement graves,
quand on est en révolte, c'est aussi dans la langue que ça se traduit. Donc, il y a un poème de Michaud qui s'appelle Le Grand Combat, où il invente des mots, il l'emparouille, il l'endosque contre terre, etc. Et de la même façon, Celan, par rapport à la langue allemande, qui est sa langue matricielle, allais-je dire, c'est sa langue, ce sont les signifiants de sa langue qui, là aussi, peuvent résonner en lui. C'est la langue de sa mère. Et donc, dans cette langue-là, il écrit des poèmes. Il y a dans la poésie un rapport à la langue qui est un rapport très primordial, très... Oui, et en même temps, il faut... Donc, voilà comment écrit Celan. Alors, par rapport à ce que vous vouliez dire par rapport aux muses, la muse de Celan, c'est la sœur, c'est opposé, si vous voulez, à la Marguerite de Faust ou de Goethe, la Shulamite du Cantique des Cantiques, ou bien la Shulamite de l'opéra, par exemple, Abraham Goldfaden, qui a fondé le premier théâtre yiddish à Iași, en Roumanie, donc d'où était originaire Celan. Et donc la Shulamite de la fameuse Todesfuge. Puisque il dit dans la Todesfuge, der Tod ist, je vais le dire en français, la mort est un maître venu d'Allemagne, et il dit dein goldenes Haar, Margaret, tes cheveux d'or, Margaret, dein aschenes Haar, Shulamit, tes cheveux de cendre, Shulamit. Alors, vous venez de dire, Yasmine Getz, vous avez employé l'expression traduire la colère ou exprimer la colère. Mais parfois, la colère ou le refus, mais parfois c'est, je dirais, la langue elle-même qui produit cette colère. Si on se place au point de vue du lecteur, il y a presque un libre élan de la langue qui, d'une certaine manière, produit l'émotion. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, le poète, c'est celui qui va dire sa colère en langue. Il ne la dit pas autrement. Je veux dire que, encore une fois, revenant sur l'émotion de tout à l'heure, il ne s'agit pas, si vous voulez, un poète, un être humain, c'est pas une orange qu'on presse. C'est pas exprimer. On fait toujours un procès à la notion d'expression, mais on ne s'exprime pas comme on exprime le jus d'une orange. Le poète, quand il s'exprime, j'ai donné tout à l'heure, il donne mesure à ses émotions. Il donne forme à ses émotions. Et donc, de toute façon, nos émotions, à nous aussi, nous sommes des êtres parlants. Donc, nos émotions, bien sûr qu'il y a ce que je disais tout à l'heure en citant André Dubouché, l'emportement du muet. Il y a des choses en nous qui se passent qui sont ineffables, indicibles. Mais tout l'effort du poète, c'est de les dire, c'est de les écrire, c'est de les mettre en mots. Et à ce moment-là, dans la langue même, il y a tout cet aspect martelé, par exemple, chez Michaud, et cet aspect, alors, différent chez Celan, puisque chez Celan, il y a une parole en chicane, il y a une parataxe. Vous voyez, quand le lien a été détruit... Une espèce de violence faite à la langue, par moment. Ah, certainement. Il y a certainement une violence faite à la langue, et puis il y a aussi le fait que lui, quand il se... Quand il écrit, Celan, il nous laisse beaucoup de silence, parce que la difficulté à écrire, c'est, le poème, il le dit, il est toujours au bord du mutisme. En même temps, c'est lui, dans Le Méridien, ce texte théorique de poétique que vous avez présenté et commenté dans un article récent, Yasmine Getz, c'est lui qui propose cette conception de la poésie comme la parole d'un seul ayant pris figure, ce qui lui confère une sorte de presque d'autonomie, d'indépendance. Qu'est-ce que vous voulez dire par autonomie et indépendance? La parole d'un seul ayant pris figure, c'est-à-dire qu'en effet, le poète, c'est celui qui est seul dans la langue. La langue, elle nous est, si vous voulez, donnée. Elle est la langue commune et partagée. Quand Celan écrit en allemand, quand il est traduit en français pour que les Français le lisent, eh bien, il est dans une langue partagée. Mais lui,
dans la langue. Il a créé ses propres formes langagières, mais pas jusqu'au... Comment vous dire? Il a pris la parole, donc il parle, et il parle dans des figures de la langue, et il se donne figure à la fois. Vous savez, figure, c'est aussi la figure, le visage. Et j'ai écrit d'autres textes en relation, en effet, avec la philosophie de Lévinas, où, en effet, le visage de chacun est un visage singulier. Et la singularité de Celan, elle s'inscrit aussi dans ses poèmes. Donc, c'est là, la figure du poème, c'est aussi bien le trope que son propre visage. On sait que c'est du Celan. Quand je parlais d'indépendance et d'autonomie, je dirais, Yasmine Guetz, c'est qu'après, le texte va à sa propre vie. Ah oui. Et qu'il porte cette figure. Oui, pour l'éternité. Vous avez raison. C'est-à-dire que quand Celan, dont on dit qu'il est le poète témoin par excellence, eh bien, il témoigne de la disparition des 6 millions de Juifs assassinés, et de ses parents aussi, parce que c'est un événement qui est proche, lui, c'est pas dans l'abstrait, vous voyez. En effet, si vous voulez, silence, cuit comme de l'or, dans des mains carbonisées. Silence, cuit comme de l'or, dans des mains carbonisées, doigts, minces fumées, comme des couronnes d'air autour d'eux, grandes, grises, sans trace, royales. Vous voyez la parataxe ici, simplement des substantifs qui viennent les uns après les autres. Parataxe, l'accumulation de phrases et puis sans, simplement, sans regardez, simplement le grosse, graue, grande, grise, la plaine polonaise peut-être, ou sans trace, où il n'y a rien plus que des mains carbonisées. Et lui, le poète, avec ses doigts fumés. Vous voyez, le poète, c'est celui qui écrit et qui a une main, mais peut-être de cette main, là où il est, le poème de Celan, toujours au bord du mutisme, ses doigts, ils sont enfumés, parce que c'est aussi la métonymie, bien sûr, de tous ceux qui sont partis en l'air. En l'air, là est ta demeure, écrit-il ailleurs. Là-haut, on n'est pas à l'étroit. Mais oui, non, il tombe dans les nuages. Mais vous voyez, c'est à la fois poétique et ça dit la vérité. C'est ça qui est important. C'est qu'il ne faut pas le prendre non plus simplement comme quelque chose d'esthétique. C'est quelque chose qui dit la vérité, qui dénonce, tout autant que Primo Levi, qui reprochait à Celan d'être hermétique. Il disait, Celan, on lui a reproché d'être hermétique, Mandelstam aussi, Dubouché aussi. Et ils ont toujours répondu la même chose. Relisez mes vers et vous comprendrez. Ça a du sens d'ailleurs, l'hermétisme. On n'en a pratiquement pas parlé depuis le début de cette série d'émissions, mais c'est vrai que c'est un des partis pris de la poésie contemporaine depuis Mallarmé. Oui, alors attention, il y a hermétisme mallarméen, et puis il y a obscurité célanienne. On doit toujours passer, en effet, par l'abîme, peut-être par le noir pour accéder à la lumière. Mais simplement, c'est un arrêt dans la langue. Voilà, le poème, c'est ce qui fait obstacle. Quelque chose fait obstacle dans la langue. C'est pour ça qu'on s'y arrête et qu'on regarde. Parce que le poète, celui d'un seul, celui qui a pris figure dans l'espace d'un seul, etc., c'est celui aussi qui prête attention au monde. Or, le monde s'offre à nous que dans des formes de langue. Oui, ce n'est pas séparé. Et donc, quand on écrit un poème, on arrête quelque chose de ce temps qui coule, le flux du temps. Non, c'est comme des amers. Oui, dans Saint-Jean-Perse. Oui, je voulais pas parler de Saint-Jean-Perse. Lui, il est encore dans l'hymne et tout ça, lui, au contraire. Il est dans le lyrique. Oui. Merci Yasmine Guetz. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Lille 3 et l'auteur d'un livre d'entretien avec Christian Doumet intitulé La poésie au marteau aux éditions Obsidiane. Le texte était lu par Maël Genet. C'était le Radeau de la Muse, 3e volet de cette série intitulée « Écrire la poésie » que nous retrouverons demain avec Christian Prigent.
Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier réalisée par Christine Berlamont, à la technique aujourd'hui Bruno Niewdanski.